Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par cet important communiqué. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a désigné le président togolais Faure Gnassingbé pour superviser le processus de riposte et d'éradication de la maladie à virus Ebola à l'issue d'un sommet extraordinaire qui s'est tenu le 6 novembre à Accra. Selon le communiqué final du sommet, la désignation du président togolais vise à assurer l'efficacité de tous les efforts déployés contre l'épidémie qui a déjà fait plusieurs centaines de morts, principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, 3 pays membres de la CEDEAO. Au cours de la session extraordinaire d'Accra, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a entériné le plan régional opérationnel intégré de réponse au virus Ebola. Axé sur le confinement des malades et la gestion concertée de l'épidémie, ce plan traduit la volonté des pays de la sous-région d'accorder la priorité à une approche régionale pour une riposte efficace contre l'épidémie d'Ebola. Réagissant à sa désignation comme chef de file de la CEDEAO pour la riposte contre Ebola, le président Faure Gnassingbé a indiqué que les pays de la sous-région doivent miser sur la coordination des interventions pour obtenir de meilleurs résultats dans la riposte contre l'épidémie de la fièvre Ebola. Nous devons nous serrer les coudes, rester solidaires avec les pays affectés pour arrêter la propagation du virus. Pour y arriver, il nous faut mobiliser les ressources nécessaires, intensifier la coopération transfrontalière, mais surtout encourager nos concitoyens à poser au quotidien les gestes qui sauvent, a poursuivi le chef de l'État togolais. Il faut préciser que les ministres de la santé de la CEDEAO ont lancé lors de leur mission d'avril 2014 tenue à Monrovia un fonds régional de solidarité visant à mobiliser 15 millions de dollars pour intensifier la riposte contre l'épidémie. C'était là un communiqué de la présidence de la République. Alors, plus de 5 000 décès sur plus de 13 000 cas de contamination. C'est l'effroyable bilan de l'épidémie d'Ebola qui s'est emparé de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Les pays les plus contaminés, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, vivent une situation assez difficile. Ils sont soutenus par les bonnes volontés comme l'OMS, d'autres institutions internationales et des pays partenaires. Et au vu des dégâts humains, mais aussi économiques qu'engendre cette situation sur son espace communautaire, la CEDEAO a décidé donc de prendre les commandes de la lutte. Un sommet extraordinaire a été convoqué d'urgence par le président en exercice John Dramani Mahama à Accra. Le pays a eu l'honneur et la lourde responsabilité d'être choisi pour coordonner la riposte. Le sommet s'est aussi prononcé unanimement sur la situation qui prévaut au Burkina Faso en appelant à une transition civile. Réunis en session extraordinaire à Accra, la capitale ghanéenne, ce 6 novembre, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont planché sur l'épidémie hémorragique à virus Ebola et la crise politique au Burkina Faso. Tous les 15 pays membres y étaient représentés au plus haut niveau, y compris le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, celui de la présidente de la Commission de l'Union africaine, les partenaires techniques bilatéraux et multilatéraux, de même que les délégations des institutions internationales. Les chefs d'État et de gouvernement ont déploré la situation dramatique créée par la fièvre à virus Ebola sur les économies des pays touchés, Guinée, Sierra Leone, Libéria, et sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Ils ont exprimé leur solidarité à ces pays qui ont déjà perdu bon nombre de leurs citoyens à cause de cette pathologie dévastatrice et ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une action concertée en vue de vaincre définitivement la maladie. Le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné par ses pairs pour coordonner la lutte au niveau régional. Pour assurer l'efficacité de tous les efforts déployés, la conférence a désigné Son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour superviser le processus de riposte et d'éradication de la maladie à virus Ebola. Par ailleurs, après avoir entériné le plan régional opérationnel intégré de réponse au virus Ebola et salué la pertinence des actes d'intervention y contenus, les chefs d'État et de gouvernement ont pris les décisions spécifiques suivantes. En direction des États membres, les chefs d'État et de gouvernement invitent tous les États membres à élaborer et à appliquer de toute urgence les lignes directrices sur le traitement et la gestion d'Ebola conformément aux standards de l'OMS. Il les exhorte également à adhérer à l'OACI et à solliciter l'aide de l'arrangement de coopération de l'OACI-OMS
pour la prévention de la propagation des maladies contagieuses à travers les vols aériens. Par ailleurs, la conférence exhorte les États membres à procéder au déploiement du personnel militaire et des moyens logistiques pour notamment renforcer les capacités de réponse, appuyer le corps médical sur le terrain et participer à la construction des centres de traitement et d'isolement additionnels ainsi qu'à leur sécurisation. Les dirigeants des pays de la CEDEAO ont aussi réitéré leur attachement indéfectible au principe de la libre circulation des biens et des personnes et demandé à tous les pays membres de s'y conformer en levant les barrières discriminatoires érigées à l'encontre des pays touchés par la maladie, tout en renforçant en revanche les mesures sanitaires aux frontières. Le président Boni Yayi du Bénin, président en exercice de l'UEMOA, a remis aux pays touchés un chèque de 1 500 000 $ pour les aider à poursuivre de façon irréversible l'éradication de l'épidémie. Le sommet s'est aussi prononcé sur la crise politique au Burkina Faso. Sur la base des rapports produits par les différentes missions dépêchées sur place à Ouagadougou, les chefs d'État et de gouvernement, conformément aux principes de convergence institutionnelle tels que contenus dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, ont lancé un appel à une transition pacifique dirigée par un civil et l'organisation des élections dans un délai raisonnable pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État et de gouvernement entérinent l'accord atteint par toutes les parties prenantes burkinabées, en particulier au regard de la nécessité de la levée immédiate de la suspension de la Constitution pour permettre au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et faciliter la mise en place d'un gouvernement de transition. La nomination urgente d'une personnalité civile pour présider la transition. La conduite de consultations inclusives entre les leaders des partis politiques, les représentants de la société civile, les leaders religieux et traditionnels, ainsi que les forces armées nationales, afin d'arrêter la composition du gouvernement de transition. La garantie de la sécurité de tous les Burkinabés, y compris les leaders politiques, les membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la protection des droits des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, un groupe de contact coordonné par les présidents John Dramani Mahama du Ghana et Macky Sall du Sénégal a été créé pour suivre de près l'évolution de la situation. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé dans la capitale ghanéenne la veille de ce sommet, accueilli par des officiels ghanéens. Il a regagné Lomé à la fin des travaux. Une forte pression s'accentue sur le nouvel homme fort de Ouagadougou. L'opposition burkinabé a réclamé et obtenu le principe de la nomination d'une personnalité civile à la tête de la transition. L'Union africaine, quant à elle, a donné 15 jours aux militaires pour passer la main, ce qui vraisemblablement n'est pas du goût du lieutenant-colonel Isaac Zida. Il refuse toute pression et toute précipitation. Selon lui, la personnalité qui devra diriger la transition, qui s'étendra sur environ 1 an, sera choisie par un comité de sages. Nous poursuivons avec ce message envoyé par le président Faure Gnassingbé à son Excellence, M. José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola. Monsieur le Président et chers frères, au moment où votre pays s'apprête à commémorer dans la joie et l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse occasion de communion nationale et de souvenir pour votre pays pour me réjouir de l'excellente qualité des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays et réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour le bien-être de nos populations respectives. Puissent nos efforts conjugués contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique pour un développement harmonieux du continent. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de concorde nationale pour le peuple frère angolais, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération.
Après l'adoption hier du projet de loi portant nationalisation et transfert dans le patrimoine de l'État togolais de l'hôtel du 2 février, les députés sont retrouvés ce vendredi pour adopter un autre texte. Celui-ci confère à l'Agence de la promotion des investissements de la zone franche la compétence de négocier et d'accorder des avantages dérogatifs aux nouveaux partenaires pour ainsi rendre effectif ce projet de nationalisation de l'hôtel 2 février. Lucassi, Arnold Kilio. Le projet de loi adopté par la représentation nationale vise à rendre effective la nationalisation de l'hôtel 2 février comme patrimoine de l'État. Il accorde l'autorisation à l'Agence de la promotion des investissements et de la zone franche de négocier et d'accorder des avantages dérogatoires ou complémentaires aux nouveaux preneurs en application du Code des investissements. Il s'agit notamment des exonérations fiscales et douanières qui pourront constituer la contribution de l'État dans l'exécution des travaux. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que l'esprit et la lettre de cette loi soient respectés dans le processus qui va nous conduire à la consultation, la sélection des partenaires pour la rénovation de l'ensemble immobilier du 2 février en vue de lui redonner la splendeur qu'il avait dans le temps et également jouer le rôle de premier plan dans l'hôtellerie nationale. La loi prévoit également des mesures incitatives pour permettre aux gestionnaires de mobiliser des fonds dans un délai raisonnable pour la réhabilitation et la relance de l'exploitation technique et commerciale de l'hôtel 2 février. La loi que nous venons de voter n'est que le pendant ou la suite logique de celle sur laquelle nous étions accordés hier, dans cette même salle. Ainsi, après avoir, conformément à la loi portant modernisation de l'action publique en faveur de l'économie, autorisé le transfert par voie de nationalisation de l'hôtel du 2 février au patrimoine de l'État, pour être cohérents dans notre démarche, sommes-nous tenus de donner au gouvernement les moyens de poursuivre son action. Il s'agit, vous le savez, de l'exploitation de nouveaux partenaires en vue de la réhabilitation et de la relance économique de l'exploitation commerciale et technique de l'hôtel 2 février, que nous considérons toujours comme le fleuron de notre hôtellerie. La rénovation rapide et la réouverture de cet hôtel, avec en prime des promesses d'emploi que nous appelons de tous nos voeux, justifie bien que l'on applique les dispositions incitatives prévues par le Code des investissements de notre pays, en plus des mesures dérogatoires. Ces projets de loi soumis en urgence à l'Assemblée nationale prouvent l'engagement et la détermination du gouvernement à garantir l'ouverture rapide de l'hôtel 2 février sur des bases légales. Le nouveau contrat de partenariat envisagé a été rendu possible grâce à la récente loi relative à la modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie.